Voilà, je suis Philippe Boucher, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle et je suis un des deux porteurs des expéditions La Planète Revisitée, qui est un programme de grandes expéditions naturalistes que le muséum conduit avec Pro Natura International depuis maintenant 2006. Alors les expéditions La Planète Revisitée, ont pour ambition d'accélérer la découverte, la description et l'inventaire de la biodiversité. Donc j'appartiens à la première génération de chercheurs qui est consciente qu'il reste 80% des espèces à découvrir, mais que le tiers, le quart ou la moitié aura disparu d'ici le milieu ou la fin du siècle. Donc pour la partie marine, il y a déjà eu beaucoup d'expéditions que vous avez menées. Est-ce que la Guyane, c'était une pièce du puzzle qui était manquante pour vous? Alors, faut être honnête, je suis en Guyane parce qu'il y a le terrestre. Je dirais que le marin en Guyane, tout le plateau continental, toute la côte des Guyanes ne passe pas dans le monde de la biologie marine, ne passe pas pour un haut lieu de la biodiversité marine. Ça ne faisait pas partie de mes destinations de rêve. Maintenant, on a ce programme de grandes expéditions. Le directeur général du muséum, Thomas Grenon, est venu en Guyane l'année dernière, a discuté avec tout un tas d'interlocuteurs, dont la région, et est revenu en me disant est-ce qu'on ne serait pas intéressant de monter une expédition en Guyane. Donc il va y avoir la grande partie terrestre qui va avoir lieu au mois de mars l'année prochaine, et puis le marin, je dirais, alors à la fois est une pièce rapportée, et en même temps, bon, c'est vrai que en Guyane, toutes les recherches naturalistes sont tournées vers la Terre, et il y avait donc un déficit de mise à niveau des connaissances. Donc on a conduit la partie marine en deux étapes. La partie hauturière, donc au large, de 20 à 650 mètres, qu'on a fait en juillet-août avec l'Hermanogines, qui a été très bien, très réussi. Et pour vous donner un peu quelques chiffres, pour voir le déficit d'inventaire qu'il y avait malgré tout en Guyane, on était à 23 espèces d'échinodermes recensées de Guyane avant notre expédition. On en a recensé 115 pendant l'expédition de Hermanogines, etc. Il y avait 57 espèces de crustacés connues en Guyane. Rien qu'à l'Hermanogines, on en était à 175, etc. Voilà, donc recensé, pas spécifiquement nouvelle pour la science? Non, pas spécifiquement nouvelle pour la science. Donc c'est des choses qui peuvent être, je dirais, propres à... Allez, dans le meilleur des cas, ces espèces propres au plateau des Guyanes, au centre de plateau continental des Guyanes. Il y aura là-dedans des espèces nouvelles pour la science. Elles seront même certainement pas endémiques de Guyane. Hein, donc on était, je pense, sur le plateau continental, on est peut-être un petit peu en retard par rapport à ce qui avait été fait au Suriname par les Hollandais en particulier, et on va sortir de cet ensemble expédition hauturière, Hermanogines et ce qu'on est en train de faire aux îles du Salut. On va ressortir avec, de loin, la Guyane va être de nouveau, j'allais dire, le pays le mieux inventorié sur toute la zone s'étendant de l'Amazone à l'Orénoque. Sur le plateau des Guyanes, c'était les Surinamais qui avaient fait un inventaire en dernier, plutôt après la décolonisation? Je dirais que c'est les Hollandais qui ont fait des recherches jusque dans les années 70. Voilà. Et puis au Brésil, la plupart des centres de recherche au Brésil sont dans le sud du pays. Et puis je dirais il y a des parties, l'archipel de Fernando de Noronha, etc. Enfin des parties plus excitantes pour les biologistes marins brésiliens que de venir faire la MAPA. Voilà, donc il y avait une espèce de trou qui n'excitait personne. Et bon, ben voilà, quand on cherche pas, on trouve pas. Donc on a fait
on a apporté, donc on est, bon, même si on rêvait pas de la Guyane, on l'a fait, je dirais, sans traîner les pieds, en se disant qu'on allait sûrement trouver des tas de choses. Bon, voilà, on a trouvé des tas de choses à l'échelle de la Guyane, à l'échelle de cette région biogéographique, bon, qui est un peu, voilà, qui est parent pauvre, parce que c'est pauvre. Entre toute cette zone qui s'étend de l'estuaire de l'Amazone à l'estuaire de l'Orénoque, passe pour la plus grande côte vaseuse du monde. Bon, voilà, je veux dire, quand on est biologiste marin, c'est pas là qu'on a envie de venir en premier, quoi. Et à bord de l'Hermanoginès, et pas ici, hein, aux îles du Salut, mais à bord de l'Hermanoginès, c'est ok, des richesses en espèces modestes, mais alors une biomasse phénoménale. C'était impressionnant de voir je dirais la quantité d'animaux vivants qu'il y avait dans les chaluts. Je m'attendais un peu à ce qu'ici aux îles du Salut, ce soit un peu pareil, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à avoir une grande diversité d'espèces, mais je m'attendais à avoir malgré tout des populations relativement abondantes. Ce qui me surprend le plus, c'est effectivement qu'ici, il n'y a pas la diversité qu'on attend habituellement dans les fondures, et il n'y a pas non plus la densité de spécimens. C'est vraiment, il faut vraiment chercher. Et sur le littoral, sur les cailloux, des espèces d'habitude tellement abondantes que dans une expédition comme celle-ci, elle est le deuxième jour, on arrête dans des échantillonnés, les nérites. Bon, ici, il faut faire des sorties spécialement pour aller les chercher, quoi. Voilà. Bon, c'est comme ça. Je veux dire, globalement, on n'avait pas des attentes. On se disait bien qu'on n'allait pas découvrir, des récifs coralliens, on n'allait pas découvrir. Donc on n'est pas venu avec des attentes irréalistes. Et je pense qu'on est content, fier d'avoir mis notre savoir-faire d'inventaire, d'expédition, bon, je dirais, aller au service de la découverte de la faune et de la flore marine de Guyane. Bon, on parle de biomasse très importante de plus dans le domaine hauturier. Est-ce que ça voudrait dire que cette biomasse, elle fait toute une chaîne, un écosystème riche derrière en termes de poissons plus gros et après de mammifères éventuellement? Bon, je dirais, ça peut être connecté. C'est sans aucun doute connecté, mais je dirais, je sors là de mon domaine de spécialité. Je suis pas un écologiste, je suis pas un biologiste des pêches. Ma spécialité, c'est effectivement la découverte et l'inventaire de la biodiversité. Donc, qu'il y ait un lien entre la turbidité de l'eau, la charge en particules de toute cette eau qui sort du bassin de l'Amazone, et puis la richesse des écosystèmes marins guyanais, et puis les populations de poissons et les populations de crevettes, je dirais sans aucun doute. Mais c'est pas le résultat de mes recherches qui le montre. C'est les recherches des autres. C'est typiquement ce qui a été étudié depuis 30-40 ans par d'abord l'Orstom, puis l'Ifremer, donc tous ces aspects liens entre productivité et pêche. Continuer à ce rythme de collection mondiale, de 1 à 2 par an Non, je dirais que cette année a été une année exceptionnelle parce qu'on a conduit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on va dire, la queue de l'expédition de 2012. Donc on était parti pour faire en opération coup de poing en une fois en 2012, puis on a eu une opportunité, je dirais, de faire un peu une réplique à Kavieng au mois de juin cette année. Et puis la Guyane s'est développée rapidement en moins d'1 an et demi. Donc, mais ça c'est exceptionnel. L'année dernière, 2013, on a fait 0 grande expédition. Voilà. Donc bon, le facteur limitant, toujours pareil, c'est les budgets, c'est l'aide qu'on a au point de vue administratif, logistique et tout, qui lui-même est conditionné par les budgets. On peut dire que le muséum d'histoire naturelle est leader dans le monde
sur les collections? Bon, alors, c'est trop vague comme dire leader sur les collections. Donc je dirais qu'on est leader sans aucun doute sur le savoir-faire de mettre en œuvre des grandes expéditions d'inventaire de la biodiversité, de découverte d'espèces. Donc ce qui se fait habituellement dans les missions de recherche, alors, je dirais le quantum de chercheurs sur le terrain, c'est 2-3 personnes pendant 2-3 semaines, avec un budget ridicule, voilà. Donc il y a des choses qu'on peut faire avec ce genre de moyens, puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et en particulier, bon, je dirais, explorer les écosystèmes complexes, les endroits difficiles d'accès, les endroits, les espèces petites. Donc là, aux îles du Salut, même si c'est pas vraiment rattraper le temps pour qu'on évite de pas connaître les espèces qui disparaissent au jour le jour. Comment vous voyez les choses à mon Non, je suis pas un optimiste. Réalistement, je pense que bon, tous les indicateurs de biodiversité sont au rouge. Il reste qu'ils sont au rouge depuis 30 ans et que les organismes, les musées, les grands herbiers, etc., le mode de financement de l'inventaire de la biodiversité n'a pas changé. Donc on a beau avoir dit oh, on peut pas continuer à ce rythme-là, tout doit changer, ça change pas. Donc voilà. Donc non, faut pas rêver. Je pense que à très long terme, ce que j'espère, c'est que bon, nos successeurs regarderont ce qu'on a conduit au début du XXIe siècle en se disant ben, là ils l'ont fait à temps, c'était ça qu'il fallait faire à cette époque-là. Heureusement qu'ils l'ont fait, sinon on a toute cette faune et toute cette flore qui auraient disparu sans même qu'on ait su que ça existait. Voilà. Et souvent je me compare aux archéologues qui font de l'archéologie préventive, qui vont fouiller des sites archéologiques qui vont être noyés par un grand projet d'autoroute, un barrage, Dieu sait quoi, et la société leur demande en gros bon, de faire en sorte qu'on soit des sociétés civilisées. C'est-à-dire on veut l'autoroute, on veut le barrage, mais allez, on veut garder le témoignage de ce qu'on est en train de détruire. Voilà. Et malheureusement, je pense que je ne suis pas beaucoup plus optimiste que ça pour l'avenir de la biodiversité. La biodiversité est constituée principalement d'espèces petites et rares dont on mentirait si on devait dire « Ah, mais la perte de cette espèce-là, tout va s'effondrer ». Non, c'est pas vrai. C'est une accumulation qui pose problème. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qui... ça relève de la... Une autre comparaison que j'aime faire, c'est celle avec les langues du monde. Donc, il y a, selon la façon de compter, 5 à 7 000 langues parlées à la surface de la planète. Est-ce qu'on a besoin de 6 000 langues à la surface de la planète? Non, allez, on va dire sans doute pas. Alors, donc il y en a toutes sauf 100 qui peuvent crever? Ah non, personne tient ce discours-là. Bon, sur la biodiversité, je dirais que c'est pareil. L'immense majorité des espèces n'ont pas une place qui fasse qu'on dise on prend des risques pour les ressources, le fonctionnement de l'écosystème, la durabilité du développement si on perd ces espèces-là. Et bon, je dirais qu'allez, pour philosopher un petit peu, ça relève de ma vision du monde. J'aime un monde divers dans lequel on ne parle pas la même langue dans telle partie du monde, dans telle partie d'un pays, dans telle île que dans une autre. Et bon, la beauté du monde, pourquoi je fais ce métier-là? Bon, j'ai une espèce de... je porte sans doute un regard sur la biodiversité. J'aime un monde divers. Je suis curieux de diversité. Oui, il y a une forme d'esthétique dans la biodiversité qui n'est pas dans le mono, oui. spécifique. Oui, oui. Ok, bon bah merci d'être là. On espère que ça continuera longtemps. On espère aussi. Okay. Allez, merci.